Bonjour chers auditeurs et bienvenue à ce nouvel épisode de l'heure dorée. Aujourd'hui, je rencontre Madame Louise Rosenberg, âgée de 72 ans, et nous allons ensemble pouvoir apprendre à la connaître, voir son parcours de vie et surtout discuter de tous ses projets de retraite qu'elle fait dans son quotidien. Donc, tout d'abord, merci et bienvenue, Louise. Bien, merci de m'avoir invitée, Claudine. Ça fait plaisir. Donc, j'ai connu Louise sur le mouvement Habitat, qui est un projet d'actualité à Montréal et même au Québec. Donc, est-ce que tu aimerais nous dire pourquoi tu as décidé de participer à ce mouvement en premier? Bien, c'est un mouvement que j'ai découvert durant la pandémie en 2020, en novembre 2020. Puis ça faisait bien mon affaire parce qu'en 2020, j'ai eu 70 ans. Puis là, ma société, soudain, me disait que j'étais fragile puis qu'il ne fallait pas que je sorte de la maison où j'allais mourir. Tu sais, je veux dire, au début, là, tout à coup, 70 ans, c'était l'âge clé, là, tu sais. Ouais. Fait que ça me faisait peur parce que moi, je ne m'étais jamais sentie vulnérable ou fragile. Puis j'étais très, très active avant la pandémie. Alors, quand j'ai découvert le mouvement Habitat, ça m'a fait beaucoup de bien de rencontrer des alliés qui voulaient parler de comment voulons-nous habiter notre vieillesse. Parce que moi, ça ne me tentait pas là, d'avoir peur de vieillir. Fait que ça... Puis tu le sais comme moi, hein, que c'est un mouvement qui est très créatif, intergénérationnel. Fait que ça faisait beaucoup de bien. Puis depuis ce temps-là, ben, je suis toutes les activités du mouvement Habitat. Super. Puis si on retourne un peu plus à ton enfance, ton lieu de naissance, de quel endroit tu es? Moi, je suis née à Montréal. Donc, d'originaire de Montréal, dans l'âme. Donc, tu t'investis vraiment beaucoup. Est-ce que tu es dans le quartier Saint-Laurent? Non, j'habite à la Chine en ce La moment. Chine. Oui, mais j'ai habité un peu partout à Montréal. Puis j'ai déménagé à la Chine parce que je travaillais à l'hôpital Lakeshore à Pointe-Claire. Puis c'était plus facile de voyager. Fait que c'est ça, il y a à peu près 25 ans, j'ai déménagé à la Chine. Super. Donc, de Montréal, active comme retraitée dans le mouvement Habitat pendant la pandémie, quel type de carrière as-tu fait et laquelle t'a plus inspiré? Bien, quand j'étais jeune, j'étais en amour avec le théâtre. Je voulais vraiment être une actrice et puis j'ai pris des cours en théâtre. Puis durant ma vingtaine, j'ai fait du théâtre. J'ai beaucoup aimé ça. Puis là, à un moment donné, on dirait qu'il me manquait quelque chose. Puis je suis retournée aux études, puis je suis devenue travailleuse sociale. Puis la santé mentale m'intéressait beaucoup. Puis j'ai été chanceuse. Tout de suite, en sortant de l'école, j'ai eu une job en psychiatrie. Puis c'est là que je voulais travailler. Puis j'ai travaillé à peu près 27 ans en psychiatrie, dans un milieu hospitalier, Wow. jusqu'à l'âge de 60 ans. Quand même. Oui. Félicitations. C'est une clientèle qui peut être quand même difficile, puis qui peut être lourde en émotions dans une journée. À quoi pouvait ressembler une journée? Bien, c'est sûr que quand on est dans le travail social, il n'y a pas vraiment de journée typique, là, mais ça ressemble à un... C'était un défi. Tu sais, le système de santé, ça a toujours été... Il y a toujours eu ça a toujours été complexe puis trop gros à mon goût. Puis je pense que ça a fait partie de mon défi en tant que travailleuse sociale, c'est-à-dire de trouver une manière créative de travailler sans me sentir trop contrainte par les exigences du réseau, des structures aussi. Bon, fait que, mais je travaillais à l'hôpital Lakeshore, qui est une petite hôpital, puis parce que le département de psychiatrie était petit, il y avait de l'interne, l'externe, fait que je pouvais faire les deux. Okay. Puis je travaillais beaucoup, beaucoup avec la communauté, toutes les ressources en santé mentale, on travaillait ensemble, on avait créé, c'était une bonne époque aussi, on avait créé un réseau qu'on appelait la continuité de soins, puis on avait des rencontres régulières pour parler entre nous, s'entraider. Les difficultés qu'on avait soit avec le réseau, soit avec le système, le gouvernement, ou bien aussi s'entraider à accompagner des patients mieux. Fait que non, puis j'ai adoré la psychiatrie, je sais pas pourquoi, j'étais faite pour ça. J'aimais accompagner ces personnes, j'aimais les connaître, j'aimais entrer dans leur monde, Puis je pense que le théâtre a dû me servir parce que j'avais comme
J'aimais ce langage de l'imaginaire, puis on se comprenait, puis c'est là qu'on se rencontrait des fois à travers des archétypes, puis des images, tu sais, puis c'est là qu'on se comprenait, puis c'est là, je trouvais, que pour moi, c'était la relation qui était la plus guérissante, la plus importante, qu'on puisse ne plus être seul dans notre monde et puis pouvoir le partager avec quelqu'un. Déjà, Oui. tout à coup, on sort un peu, puis on commence à se à faire confiance aux relations qu'on peut entretenir. Fait que pour moi, c'était beaucoup ça. C'était vraiment d'établir une relation de confiance, puis de trouver les moyens pour le faire. Puis d'accueillir la personne dans son Dans son imaginaire, monde. puis de dire Oui, que c'est pas toi qui viens dans mon monde, c'est moi qui arrive dans le tien. oui. Puis on va tricoter C'est ensemble ça. pour Je pouvoir te parle réunir un les peu du deux. mien, je te C'est parle. ça. C'est ça, oui. Oui, c'était ça. Fait que c'était ça. Puis j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup aimé ça. Puis cette clientèle-là qui est des fois, qui peut être réfractaire justement, ben pas elle, mais plutôt nous à vouloir aller travailler avec qu'est-ce qui te davantage, comment dire, piquer ta curiosité. Ah, ben, sais-tu, je pense que j'avais déjà. Moi, j'ai grandi à l'adolescence. J'ai grandi. Faut que je raconte un peu avant pour ça. Fait que c'est ça. Mon père est décédé quand j'étais jeune. J'avais 11 ans quand mon père est décédé. Et puis ma mère et puis mes deux jeunes frères, on est devenus pauvres après la perte de mon père. Fait qu'on est déménagé à Montréal. Bon, on habitait à Longueuil à ce moment-là. Puis là, on est déménagé à Montréal dans le sous-sol. Il y avait un appartement dans le sous-sol de mes grands-parents. Fait que là, en haut, chez mes grands-parents, j'avais une tante puis des oncles qui habitaient là encore. C'était une grosse famille de 13 du côté de ma mère. Et puis, j'avais un oncle qui avait des problèmes de santé mentale et puis il s'est suicidé. Et puis, je l'ai beaucoup aimé, cet oncle-là, et puis j'étais proche de lui quand j'habitais là à l'adolescence. Aussi, bon, tu vois, moi, j'étais sensible aussi, je venais de perdre mon père, j'étais un peu perdue aussi, tu sais, puis j'aimais aussi pouvoir parler avec lui parce qu'il ne me jugeait pas. Tu sais, fait qu'on se rencontrait tous les deux, puis c'est ça, fait que pour moi, son suicide m'avait beaucoup touchée. Et puis, je pense que j'avais envie d'être avec des gens qui lui ressemblaient. Et c'est lui, d'un sens, qui t'a inspiré Oui, à continuer oui. ce chemin-là, puis d'aller vers ce parcours-là avec cette clientèle-là. Au niveau de la famille, quel est ton rang au sein de la famille? Je suis l'aînée. J'ai deux jeunes frères. Puis, je viens d'une famille, mon père était juif américain et ma mère franco-québécoise, catholique. Fait que j'ai eu j'ai grandi, je parlais en anglais chez nous, dans l'intimité de notre famille. Puis, on vivait dans une communauté francophone. Et puis, c'était un peu... c'est ça. Fait que j'avais accès à deux cultures, à deux langues depuis ma naissance. Ça a dû vraiment beaucoup vous servir dans votre carrière. Ben oui, ça m'a servi, je pense, toute ma vie, dans le sens que je suis toujours restée ouverte sur... j'ai jamais senti une appartenance unique à une culture, à une ou l'autre. Puis, fait que j'ai toujours resté entre deux. Puis, ouverte sur les autres, les différences, ça m'a toujours attirée. Oui, Ouais. on le ressent, puis je pense qu'aussi, c'est ça, c'est ce qui a créé votre ouverture d'esprit à toutes les différences et d'accepter toutes les différences quand on baigne déjà à la maison, constamment entre deux cultures. Oui, Oui, oui. je comprends très bien Oui, le oui, feeling oui, oui. de pouvoir... puis je pense que ce qui est intéressant de justement avoir deux parents de différentes cultures, c'est... Dès notre jeune âge, on est confronté à se poser des questions sur la diversité. Fait que Oui, ça construit notre ouverture aussi à ce moment-là. oui. Puis je me souviens quand j'allais à l'école catholique, c'était le deal que mes parents avaient fait quand ils se sont mariés. Ils se sont mariés par un prêtre catholique. Puis le deal, c'était qu'ils allaient les marier. Ils acceptaient que mon père n'était pas catholique. Mais il fallait qu'ils promettent que les enfants seraient baptisés. Fait que mes parents, ils s'en fichaient. Ils disaient, OK, on va baptiser les enfants. Fait que là, c'est ça. Fait qu'on j'ai grandi dans un milieu, à l'école catholique. Puis je me souviens, ma mère, tu sais, c'était après la guerre, dans les années 50. C'était après la Deuxième Guerre. C'était pas
dans les années 50-60, là, tu sais. Ben, en fait, quand j'avais 7-8 ans, on était dans les années 50. Puis ma mère, ça arrivait qu'elle me disait, « Louise, y a-tu des gens à l'école qui te posent des questions à propos de ton nom? » Parce qu'il y avait encore des craintes puis des préjugés face aux Juifs aux États-Unis. Tu sais, puis ma mère était sensible à ça. Fait que, puis moi, je questionnais pas ça. J'étais, tu sais, je veux dire, j'étais qui j'étais, puis c'est tout, là, tu sais. Fait que, mais je me souviens, le fait qu'elle me posait la question, je me souviens, je pense que c'était en 2e année ou en 3e année, tu sais, au début de la classe, la maîtresse, elle nomme les noms, puis elle regarde t'es qui, bon. Fait que je me souviens que j'avais remarqué que quand elle a dit mon nom, elle avait l'air curieuse, comme si elle disait, « Mais qu'est-ce qu'elle fait ici, elle, ou quelque chose, là, tu sais? » Fait que tout à coup, le fait que ma mère me posait des questions, je m'étais... C'est une association. Ouais, j'avais fait une association, puis... Fait que j'avais dit, « Oui, c'est moi, je suis juive comme Jésus. » Puis ça avait réglé l'affaire. Fait que j'étais fière, j'étais comme une descendante directe du Christ qui était juif. Fait que ça a marié mes 2 identités à ce moment-là, tu sais. C'est ça. C'est parfait. Il n'y a pas eu trop de questions par Non, la suite. après ça, il n'y avait pas du tout de questions. Parfait, ça. Donc, travail social, je pense que c'est ce qui a aussi inspiré votre retraite dans toutes vos activités de cet emploi. Donc, le travail social, c'était le métier qui vous a inspiré, je crois, le plus de votre carrière. Pendant combien d'années vous avez exercé ce travail? Bien, c'est ça. J'ai travaillé... j'ai commencé dans la trentaine jusqu'à 60 ans. À 60 ans, quand même, j'avais aimé ça, mais j'étais fatiguée. Puis, j'avais découvert aussi... j'avais pris un cours... un genre de... C'est un programme qui s'appelle Sens et Projet de vie qui se donnait par la TELUC. Puis une collaboration entre la TELUC et l'UQAM, ça se donne encore d'ailleurs. C'est un programme pour les gens au mi-temps qui réfléchissent à leur retraite. Et puis, bon. Fait que j'avais fait ce programme-là qui dure 2 ans et demi en présentiel avec un groupe de gens, une cohorte. Puis c'est les fins de semaine qu'on se rencontre. Puis j'avais découvert les histoires de vie. Et ça m'avait passionnée. Et j'ai vu le pouvoir de transformation à travers le partage des histoires de vie. Et puis, quand j'ai pris ma retraite, je me suis joint au réseau de la pratique des histoires de vie. Puis, on cherchait quelqu'un pour accompagner d'autres cohortes dans ce programme-là. Il y avait plus de monde qui voulait faire le programme. Fait qu'on m'a invité à accompagner. Fait que je suis devenue chargée de cours pour un des cours du programme. Fait que j'ai adoré ça, puis j'ai fait ça jusqu'à la pandémie. Puis c'était parfait, c'était comme tu sais, c'était une session ou 2 par année. Et puis, il y a aussi, je suis allée le faire à Trois-Rivières. Ils ont fait aussi à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ils ont offert ce programme-là. Fait que j'allais accompagner un des cours. Puis ça, j'ai adoré ça. Fait que à chaque fois que j'accompagnais une cohorte, je redécouvrais, tu vois, j'étais en train, moi aussi, de redécouvrir comment donner sens à ma retraite. Parce que c'était ça le but. C'est ça le but. C'est un peu une réflexion sur le sens. Bon, j'ai fait ça jusqu'à maintenant, ça a répondu à ce besoin-là, cette passion-là. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux continuer pour le restant de ma vie ou y a-t-il autre chose que j'aimerais explorer, tu sais? Ouais. Fait que c'est vraiment un beau programme que je recommande à tout le monde. Et puis, fait que c'est ça. J'ai fait ça jusqu'à la pandémie, puis quand la pandémie est arrivée, puis mes 70 ans, j'ai dit, OK, peut-être j'ai terminé ça. Et puis, durant cette période-là aussi, entre 60 et 70 ans, j'étais allée faire une maîtrise à l'UQAM. Vous aimez l'école? Moi, j'aime l'école. Puis ça, c'est parce que, à l'adolescence, j'ai été privée de ça. Okay. Après le décès de mon père, c'était des années difficiles pour notre famille, puis il fallait que j'aille travailler. Et puis, à 16 ans, je travaillais. J'étais secrétaire dans un bureau, puis j'haïssais ça. Puis je m'étais dit, c'est là que j'avais pris des cours de théâtre, puis j'avais fait du théâtre. Mais plus tard, je suis retournée à l'université parce que c'est quelque chose qui m'avait manqué, tu sais. Puis
Puis je pense que ça me manquait tout le temps, cette affaire-là. C'est comme j'avais été marquée à l'adolescence d'avoir été privée de ça, c'est ça. Puis en même temps, c'était pour répondre à un besoin essentiel qui était l'argent pour pouvoir se nourrir, la famille, tout ça. C'est ça. Fait que mais c'était un besoin aussi de vouloir avoir davantage de connaissances, de pouvoir en connaître davantage sur un travail, un métier qui... Fait que j'ai fait une maîtrise, mais c'était une maîtrise très spéciale. C'était à l'UQAR. C'était en études des pratiques psychosociales. Puis c'était une recherche autobiographique que je faisais qui était aussi en lien avec le programme Sens et Projets de vie. Fait que ça m'a ramené au théâtre. J'ai par hasard rencontré un psychiatre transculturel brésilien qui faisait du théâtre de rue comme moyen de transformation, de guérison. Et pendant 3 ans, j'ai fait du théâtre avec lui, ici à Montréal. Puis j'ai adoré ça, puis j'ai fait ma recherche à partir de ça. Mon mémoire était là-dessus. Fait que ça m'a remis dans le théâtre. C'est drôle comme les choses reviennent aussi plus tard dans la vie, nos anciennes passions. Et puis lui, il mariait les deux, ma passion pour la santé mentale et puis le théâtre, l'art, tu sais. Fait que c'est une chose aussi qui m'a attirée au mouvement Habitat, le fait qu'il y avait ce côté artistique, parce que je crois que c'est très puissant et guérisseur. Bien, je pense qu'on voit très bien le mariage entre la quête aux connaissances et l'art, au fond, tu sais. Puis même dans votre quotidien, quand on se côtoie sur le mouvement Habitat, on ressent aussi le besoin du côté artistique dans le projet, de mettre de l'avant. Puis, tu sais, vous parlez de la personne que vous avez rencontrée qui faisait justement... comment que vous avez amené l'art avec l'accompagnement un peu social de tout ça? Qu'est-ce que ça l'apporte comme type d'approche avec une clientèle qui en a besoin? Bien, écoute, moi, ce que j'ai adoré de Victor Pordeus, qui fait ce théâtre-là, c'est que les gens qui viennent faire ce théâtre-là, on faisait ça à Prise 2. Fait qu'il y avait des clients, il y avait des gens qui venaient le faire, qui avaient eu des moments en psychiatrie ou qui étaient suivis en psychiatrie. Il y avait des intervenants. Puis quand on le faisait au parc, en public, il y avait monsieur et madame tout le monde qui se joignaient à nous. Puis son théâtre était très rituel et très contagieux. Fait que les gens embarquaient, tu sais, puis on jouait. Puis c'était toujours improvisé. Par contre, il y avait toujours une structure. Et puis, tu venais que tu ne savais plus qui était qui, et c'est ça que j'adorais. Tu ne savais plus qui était qui, tu ne savais plus si tu étais patient, intervenant, passant. Tu sais, tout le monde jouait. Puis on était ensemble, puis on jouait. Puis ce que j'aimais de ça, je trouvais ça très profondément transformateur parce qu'on improvisait des archétypes. On prenait une histoire très connue, par exemple, de Shakespeare ou avec des personnages très... Comme je me souviens, on avait joué les sorcières de Macbeth. Mais le fait qu'on improvisait, on se servait de ces archétypes-là pour transmettre des choses qu'on vivait actuellement, maintenant, dans notre culture. Puis ce que j'aime du théâtre public, c'est que ça touche pas seulement les gens qui le font, mais ça touche tout le monde, ça touche aussi la communauté. Fait que ça guérit ça guérit la culture, ça transforme les images, puis ça fait... ça nous donne... C'est comme si on exorcisait des choses qui nous troublent, qu'on veut plus, tu sais, puis en même temps, on crée des nouvelles images, tu sais. C'est un moyen d'évacuation de colère, que ce soit de la colère, des questionnements, des choses qui peuvent sembler nous envahir dans notre quotidien. C'est une manière de l'évacuer. Puis je pense qu'aussi à travers les différents personnages qu'on peut incarner, bien, ça nous permet de peut-être des fois aussi laisser tomber notre propre personnalité, en incarner une autre. Le temps d'une journée, le temps d'une heure ou deux, ça peut faire du bien aussi. Oui. On se permet des choses qu'on ne se permettrait pas, là, tu sais, autrement. Oui. Ça devait être assez, accueillant au parc de voir ça, puis de voir à quel point les gens étaient à l'aise aussi de faire ça comme ça au grand public. Puis, tu sais, l'improvisation, on s'entend que puis lui, il vient du Brésil, puis il y a un tambour, puis il est comme un chaman, tu sais, puis on chante, puis on fait un rituel, puis on bouge, puis on danse, puis là, à un moment donné, tout à coup, on joue, tu sais. Fait que, non, c'était vraiment beau. C'était vraiment beau. Puis c'était différent. C'était pas quelque chose qu'on était habitué. Tu sais, je pense que les Brésiliens, nous autres, on vit tellement dans notre tête, puis eux autres, ils sont vraiment sensuels, tu sais. Fait que ça faisait du bien aussi de jouer dans nos corps, là, tu sais, puis de s'exprimer autrement à travers le chant, la danse, le mouvement, tu sais.
Fait que ça, j'ai bien aimé ça. Super. Ça m'amène au moment doré. Donc, fait de fierté, moment de fierté, fait cocasse. Quelle est ton histoire? Mon Dieu, je sais pas, j'ai pas comment un fait cocasse ou un fait dont je suis fière. Moi, je suis fière d'avoir toujours suivi mes passions. Tu sais, quand j'ai fait du théâtre, c'est parce que j'aimais ça, j'avais besoin de ça. Quand je suis retournée aux études, ben j'ai changé de voie, mais j'avais besoin de ça sans trop savoir où je m'en allais. Puis je pense qu'une chose mène à une autre. Puis bon, tu vois, je suis tombée en amour avec la santé mentale quand j'étais aux études. Puis je voulais aller là sans savoir où ça m'amènerait. Mais c'est ça, j'ai toujours fait confiance en mon intuition, ma passion. Puis ça m'a amené où je dois être. Puis encore aujourd'hui, je pense que c'est comme ça que je vieillis aussi. J'apprends tout le temps. Ben écoute, tu sais, j'ai fait une maîtrise dans les 10 dernières années. Fait que pour moi, apprendre, c'est passionnant. Puis il faut pas avoir peur. On peut toujours apprendre du nouveau, tu sais. Puis, fait que... Tu sais, je me sens libre dans ce sens-là, que je sens pas que c'est pas l'âge qui va m'arrêter de faire des choses, tu sais. Tant que je suis plus capable, là, tu sais, je veux dire... Non, puis je pense que de rester constamment dans l'apprentissage, ça permet de continuer de vivre, puis ça permet de continuer de grandir aussi. Puis ça permet aussi au niveau cognitif de rester très actif et éveillé. Oui. Puis toujours à l'affût aussi de la nouveauté, parce qu'on est constamment dans l'apprentissage. Fait que c'est de se remettre toujours à l'actualité, là, tu sais. Oui, tu sais, parce que, tu sais, c'est sûr qu'en vieillissant, il y a des pertes que je me rends compte. Tout à coup, ma mémoire à court terme n'est pas... Des fois, je sors, tu sais, je m'en vais dans une pièce puis j'oublie ce que je voulais faire, tu sais. Puis ça, c'est sûr que je m'en rends compte, mais en même temps, le fait que je suis curieuse, puis le fait que je me mets dans des situations où j'apprends du nouveau, oui, ça me garde éveillée tout le temps. Puis je pense que il y a des choses que je découvre qui appartiennent à la vieillesse, qu'on n'a pas quand on est jeune, puis j'apprécie ces choses-là. Tu sais, comme je suis moins dérangée par des affaires peut-être qui me dérangeaient quand j'étais plus jeune, tu sais. On dirait que je prends des risques plus facilement parce que je me fous moins de ce qu'on pense de moi, tu sais, je m'en fous, là, tu sais. Fait que... Le jugement Oui, t'atteint pas, non. puis... Tu sais, c'est moins important, ces choses-là, puis j'apprécie ça, puis je pense que c'est ça qu'on appelle peut-être la sagesse, la vieillesse. Il y a certaines choses tu sais, oui, il y a des pertes, mais il y a des choses nouvelles qui se présentent qui sont vraiment le fun, tu sais. Fait que malgré les pertes, il y a encore une entrée à la nouveauté, puis à l'expérience. Tu es retraité, mais ce que je sais de toi, pouvons-nous vraiment parler d'une retraite ou d'une deuxième carrière? Parce que là, on en parle, mais je te sens investi vraiment beaucoup. Oui. La différence, je pense, c'est que je me sens plus libre de choisir ce que je veux. Tu sais, j'ai chanceuse, bon, j'ai assez de pension pour vivre, OK? J'ai pas besoin de travailler pour gagner de l'argent. Bon. Fait que ça veut dire que ce que je fais, je le fais par plaisir purement, par curiosité, par passion, parce que ça donne sens à ma vie, à ma vieillesse, tu sais. Fait que oui. Fait que là, une chose encore mène à une autre, tu sais, puis je me retrouve en ce moment sur 2 CA dans ma communauté. Aussi, bon, je suis très active dans le mouvement Habitat. J'ai rencontré à un moment donné une travailleuse sociale qui créait le réseau d'éclaireurs du CIUS de l'ouest de l'île, puis on s'est rencontrés, on a jasé, elle m'a recrutée. Fait que je fais partie aussi du réseau d'éclaireurs. Puis c'est elle qui m'a aidée à partir le café rencontre à la bibliothèque, que je fais une fois par mois à la bibliothèque locale. Puis aussi, bon, qu'est-ce qu'il y a? Des fois, j'oublie des affaires. Puis, tu vois, je suis sur CA et puis je fais du bénévolat au Centre multiressources de la Chine. Et puis là, je me suis joint récemment à un groupe qui s'appelle Imagine la Chine-Est, qui sont impliqués dans un écoquartier.
OK. Puis là, c'est différent pour moi, c'est nouveau. Tu vois, c'est complètement nouveau parce que on parle d'écologie, on parle de tramway, on parle de transport, on parle de choses que je ne suis pas habituée, là. Tu sais, la travailleuse sociale, c'est moins mon domaine, tu sais. Mais ce qui est le fun, c'est que encore là, ça me rend curieuse, tu sais. Puis une chose a mené à une autre, puis je me suis retrouvée la semaine dernière à un dîner intergénérationnel à l'Institut du Nouveau Monde avec des jeunes qui étaient là justement pour parler de ces choses-là. Fait que puis je me suis préparée à ça. Fait que je me suis éduquée. Je suis allée voir, tu sais, où on est rendu dans cette réflexion-là. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Quels sont les enjeux, puis tout ça, tu sais. Fait que ça m'a beaucoup sensibilisée, puis j'ai adoré ma journée avec eux autres. C'était tellement nourrissant. Puis je leur ai dit, j'ai besoin, moi, d'apprendre aussi de vous autres. Puis j'ai dit, laissez-nous pas de côté. Et c'est des jeunes entre 15 et 25 ans. J'ai dit, laissez-nous pas de côté parce qu'il s'en vient une masse de personnes retraitées, OK? Puis on a du temps, puis on est là, puis c'est bien du monde, puis il faut qu'on vous soutienne, puis il faut qu'on vous appuie dans ces projets-là, tu sais, pour transformer le monde. Fait que je leur ai dit, on a besoin de vous autres, puis ils sont le fun, ils disent, bien, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire pour vous convaincre de venir avec nous autres? Bien, j'ai dit, moi, personnellement, j'ai de la misère à résister quand un jeune vient à moi et me dire, est-ce que tu pourrais nous aider? On a besoin de toi. OK? Fait que moi, je trouve ça dur de résister à ça, tu sais. Fait que dites-nous... C'est un oui tout de suite, là. Oui. Tu sais, on a besoin de sentir qu'on est encore utile, qu'on a encore des choses à faire, tu sais. Dans la mesure de notre possible, il y a des choses peut-être qu'on ne peut plus faire ou qu'on ne veut plus faire, mais on est là, puis on va être de plus en plus nombreux, là, retraités. Oui. Fait que faut qu'on soit ensemble pour transformer le monde, tu sais. Puis je me rends compte, plus je m'éduque par rapport à l'écologie, je me rends compte que la vieillesse puis la manière qu'on traite les vieux, ça va avec. Quand on respecte le vivant à tous les niveaux, on respecte aussi les cycles de la vie. Oui. Parce que si on ne prend pas soin de la nature en ce moment, c'est qu'on n'a pas de respect pour l'humain non plus. Parce qu'on est en train de se détruire, qu'on le veuille ou pas. Fait que, tu sais, il faut, si on veut vraiment, on a la chance en ce moment de réinventer ce que ça veut dire être un être humain sur la Terre. Tu sais, puis je pense que ça veut dire aussi prendre soin des humains à tous les âges de la vie. Bon, j'ai dit mon mot de la fin, je pense. C'est inspirant. Selon toi, est-ce que le respect évolue selon les générations? Non, je pense que, écoute, tout le monde, durant la pandémie, on l'a vu, là, tu sais, je veux dire, on a vu à quel point on est ignorant ici au Québec, surtout, comment on ne prend pas soin des vieux, comment on ne sait pas, tu sais. Ça a été perdu, ça, en cours de route. C'est sûr, comme je me souviens d'une époque avec mon grand-père où les grands-parents étaient importants parce que c'était d'eux autres que tu apprenais comment vivre ta vie, parce que eux autres avaient survécu, puis bon, ils avaient de quoi, ils étaient la preuve que, bon, fallait que tu pouvais te rendre là, puis c'est d'eux autres qu'on apprenait à vivre, mais l'apprentissage a changé depuis Internet et tout, tu sais, je veux dire, maintenant, on va sur Google si on veut savoir quelque chose. On n'appelle plus grand-papa, là. Non, c'est la réalité, tu sais. C'est sûr que je crois qu'en vieillissant, il y a des choses qu'on apprend, qu'on peut seulement apprendre en vieillissant, en vivant longtemps, tu sais, puis qu'on peut transmettre. Par contre, je me dis, moi, ça va dans les deux sens. Si je veux un lien avec quelqu'un qui est jeune d'une autre génération, il faut que je m'intéresse aussi à ce que cette personne-là vit à cette époque de leur vie. Puis c'est ça que j'ai compris aussi avec les jeunes. Autant que moi, j'ai besoin d'eux autres dans ma vieillesse, les autres ont besoin de moi aussi pour pouvoir vivre leur vie avec espoir, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que ça va dans les deux sens, ça. Comment a vécu cet échange entre les générations lors des diverses activités auxquelles tu t'es impliquée? Bien, premièrement, tu vois, je le vis dans le mouvement Habitat. Et puis, je l'ai vécu, comme je te disais là, récemment. Bon, dans le mouvement Habitat, ce que j'aime, ce que j'apprends à force d'échanger avec des gens de tous les âges, c'est que, premièrement, j'avoue que le mouvement Habitat qui m'a touchée au départ, c'était qu'il y avait des jeunes qui étaient intéressés à la vieillesse. Pour moi, c'était comme un cadeau. Un cadeau parce qu'au départ, je me voyais toute seule. Moi, je n'ai pas d'enfant.
Puis je vis seule. Fait que je me voyais vraiment seule face à ma vieillesse, puis je me dis, OK, là, je fais face à une nouvelle étape de ma vie, il faut que je la prépare, c'est tout ça. Le mouvement Habitat, tout à coup, je rencontre des gens de tous les âges qui se disent, oui, nous autres aussi, on est intéressés à la vieillesse. On n'aime pas ce qu'on a vu là, durant la pandémie, puis on veut qu'il y ait plus de choix, puis nous autres aussi, on va vieillir, on le sait, puis on veut préparer ça. On ne veut pas non plus vieillir comme ça. C'est vrai qu'on a une belle diversité d'âge. Là. Oui. Je pense que ça part à 30 ans, oui. Puis on monte jusqu'à facilement 80. Là. Oui. Puis moi, je me dis, à travers nos échanges, je me rends compte que j'apprends aussi, parce que les jeunes ont une vision du monde qui est un peu différente de la mienne. On a chacun notre époque, nos histoires. Fait que pour moi, ça me garde éveillée. Ça me garde éveillée, puis en forme même, puis motivée aussi, tu sais. Puis je vois une différence quand je suis seulement avec des personnes aînées. Il y a une limite à ce qu'on peut s'apprendre. Tu sais, je veux dire, oui, des fois, on a besoin de se retrouver entre nous pour s'encourager, pour aussi peut-être parler de choses qu'on a peur, peut-être, ou on est gêné de partager avec d'autres générations, tu sais. Oui. Puis c'est correct aussi de prendre ces moments-là. Oui. Mais je pense qu'il ne faut pas rester fermé, puis il ne faut pas rester seul. Il faut vraiment, vraiment rester connecté avec... parce que je pense que moi, en tout cas, ça ne me tente pas d'aller m'isoler dans une résidence puis de vieillir seule ou avec seulement des personnes de mon âge. Ça ne me tente pas. Tu sais, je trouve que c'est pas normal. C'est juste pas normal. Puis je sais que c'est pas toutes les cultures qui font ça. C'est vraiment au Québec, c'est devenu une mode là, de faire ça. Mais je pense que c'est de moins en moins populaire. Depuis la pandémie, il y a beaucoup de gens qui veulent plus ça. Ouais. Puis on veut vieillir dans notre communauté. Puis fait que je pense que c'est là qu'on a besoin de rester connecté avec ceux qui ont des familles ou bien, tu sais, moi j'ai pas d'enfants, mais j'adopte des jeunes. Au quotidien, dans tes échanges et tout ça, oui. Je disais à quelqu'un récemment, j'ai dit, quand t'as pas d'enfants en toi à aimer, t'aimes des générations tout entières. Puis je me sentais comme ça quand j'étais à l'Institut. Bon, je les aimais, ces jeunes-là. Je les aimais, j'avais envie de les aimer, j'avais envie de les aider, j'avais envie d'être là, tu sais. Puis, non, c'était merveilleux d'être avec eux autres, puis de les entendre parler aussi. Je les ai trouvés tellement éveillés, puis, tu sais, fait que... Moi, personnellement, je sens pas de l'âgisme, je le vois de moins en moins, peut-être parce que je le cherche pas. Tu sais, je le sais que ça existe, je le sais. Mais moi, je l'éprouve pas. Puis je sais que l'âgisme, le pire, c'est celui que je peux m'imposer moi-même. Tu sais, c'est quand tout à coup... C'est sûr qu'on intériorise les images de notre culture, puis bon, ça arrive que tout à coup, j'ai des peurs par rapport à certaines choses, puis bon, ou que tout à coup, je me sens plus capable de faire des choses, tu sais, puis là, tout à coup, je m'arrête dans ce temps-là, puis je me dis, ben, c'est-tu pour vrai que t'es pas capable? T'es-tu sûr? Tu sais? Ou c'est juste quelque chose, tu sais, comme on parlait du mythe, là, de l'ordinateur, là, tu sais. Oui. Il y a bien des gens, tu sais, moi, j'ai un ordinateur depuis l'âge de 30 ans, tu sais. Fait que quand ça a sorti dans les années 80, je pense que j'ai le premier iMac, là. La boule. La boule, là, tu sais. Mais c'est ça, fait que... Je pense que c'est comme un boulet métaphorique qui t'incarne, là, de t'empêcher. Puis je pense qu'aussi en s'empêchant d'échanger avec les générations, automatiquement, on devient un peu plus individualiste, puis on arrête d'évoluer, parce que si on veut pouvoir évoluer, il faut côtoyer toutes les générations qui côtoient ce même monde. Oui. Puis je pense qu'en côtoyant justement des hébergements comme de rester avec tous les gens du même monde, bien, ça te ferme un peu aussi au reste de la société qui te brime dans ton évolution, on veut pas, là. Oui, c'est ça. Fait que ça me garde éveillée, puis présente dans le monde, puis vivante. Tu sais, c'est ça. Je me sens vivante quand je vis avec les gens de tous les âges, tu sais, quels que soient nos lieux de rencontre ou autour de quoi. Mais ou le sujet, c'est vraiment juste de pouvoir partager un moment. Si on continue de parler d'intergénérationnel, tu t'impliques dans un projet nommé le Village urbain. Peux-tu nous en parler davantage? Oui. Bon, ça, tu vois, c'est un nouveau projet
qui va avoir lieu à la Chine, où j'habite. Puis c'est une cohabitation intergénérationnelle. C'est une jeune équipe qui s'appelle Village Urbain. On peut les trouver en ligne. Ils ont différents projets, mais celui-là, c'est le premier qu'ils vont bâtir. Et puis, ça va être comme un complexe de 40 logements avec une chambre à coucher ou 2 ou 3 pour des familles, pour des personnes seules. Puis, des lieux communs. Une cuisine commune, salle à manger commune, salon commun, salle de jeu, salle de travail, atelier. Puis, justement, ils veulent engager les gens dans le processus de co-construction de cette affaire-là. Comme on a déjà eu une rencontre, on a appelé ça un focus group, où on se rencontrait pour parler des lieux communs. Qu'est-ce qu'on voyait dans les... Tu sais, qu'est-ce qu'on aimerait voir. Qu'est-ce qui va répondre à toutes les générations, dans le fond, qui va être présente dans le milieu, là. Oui. Fait que ça, tu vois, puis il y a des gens entre nous, on s'est donné rendez-vous cet été. On a fait des pique-niques au bord de l'eau pour se connaître un peu mieux. Mais c'est un processus. Là, cet automne, il va y avoir plus de rencontres. Puis c'est une équipe qui ont commencé ça il y a quand même un certain nombre d'années. Ils veulent créer ce prototype-là parce qu'ils ont compris que les projets de cohabitation, ça prend beaucoup de temps, puis des fois, ça ne réussit pas, puis c'est complexe, c'est compliqué, même si les gens veulent. Fait qu'eux autres, ils se sont dit, si on trouvait un prototype, une manière de le faire qui était un petit peu plus organisée, tu sais, puis on essaye pour voir certaines choses. Fait qu'ils sont allés chercher de l'aide, se sont fait accompagner par la Maison d'innovation sociale, tu sais, fait qu'ils ont vraiment étudié leur affaire. Ils sont allés chercher des gens aussi qui vivent déjà dans des cohabitations. Ils ont leurs architectes, tu sais, puis fait que ça se veut écologique, ça se veut, tu sais, où on partage des choses, tu sais, où on n'a pas besoin de dépenser autant pour des outils, on retourne un peu au troc. Oui, tu sais, puis il y a de l'entraide. Puis l'idée aussi, c'est d'avoir de l'entraide, surtout, tu sais, qu'on soit plus isolé, c'est ça. Fait que moi, ça m'attire beaucoup, ce projet-là, fait que je continue à participer là-dedans. Si on continue dans l'intergénérationnel, mais aussi dans la diversité des générations, on peut s'amener aussi au Café Rencontre qu'on se parlait un peu plus tôt. C'est quoi ce projet-là? Bien, le Café Rencontre des aînés, tu vois, pour moi, c'était une sortie, c'est avec le réseau d'éclaireurs que la travailleuse sociale, Stéphanie Lajoie, qu'elle s'appelle, on a pensé ça, que ça aiderait les gens aussi à sortir un peu de l'isolement, tu sais, après la pandémie, puis que les aînés, surtout les aînés qui étaient peut-être plus isolés, là, qui étaient pas, qui allaient pas à qui faisaient pas partie d'activités, de groupe, quoi, pouvaient à moins avoir une place juste pour jaser, juste pour se rencontrer puis jaser. Fait qu'on se rencontre une fois par mois. Puis, c'est intéressant parce que ce que je vois, c'est différent d'une fois à l'autre. Puis là, ce que je vois, c'est qu'il y a des nouvelles personnes retraitées qui arrivent, tu sais, comme une personne de 62 ans, 63, bon, tout ça, qui viennent de prendre leur retraite, puis qui s'intéressent, ils se demandent, OK, là, qu'est-ce que je vais faire, tu sais? Puis c'est intéressant de les rencontrer parce qu'on voit que c'est des nouvelles... Comment dire, c'est des nouveaux retraités. C'est pas l'image, même moi, quand j'ai pris ma retraite, tu sais, j'étais ailleurs, je voyais ça autrement, mais eux autres sont comme vraiment à une autre place. C'est comme, par exemple, on parlait de bénévolat. Tu sais, comme il y en a une femme était ingénieure, OK? Bon, puis elle a travaillé fort toute sa vie pour prendre sa place dans un monde, était ingénieure en aéronautique, fait qu'elle a travaillé très fort pour prendre sa place dans un milieu d'hommes, puis bon. Fait que, mais, tu sais, fait qu'elle est fière de ce qu'elle a accompli, mais ça ne tente pas, elle, d'aller faire un bénévolat qui est plate, là, tu sais, qui est juste pour rendre service. Ça ne tente pas. Faut que ça l'allume. Faut que ça l'allume, faut que ça soit une cause, quelque chose qui donne sens à sa vie, quelque chose qui... Tu sais? Puis, fait que puis tu vois, il y a une autre femme qui a 84 ans qui vient, puis elle, ben, elle faisait du bénévolat dans un CHSLD, elle distribuait des livres, tout ça, puis elle aimait ça. Puis tu vois, c'est une autre sorte de... Pour elle, c'était correct qu'on lui dise quoi faire, qu'on la supervise, elle aimait ça. Mais elle a passé une grande partie de sa vie à élever ses enfants. Fait que c'était excitant d'aller dans un contexte de travail. Elle voyait ça comme un travail, elle, faire du bénévolat.
OK. Mais c'était nouveau pour elle de faire ça, tu sais. Fait que c'est une autre façon de voir, tu sais. Puis tu vois que les gens ont différents désirs par rapport à ça. Fait que on disait que même, est-ce qu'il faut changer le mot? Est-ce qu'on peut appeler ça de l'engagement social? Au lieu d'appeler ça du bénévolat, à cause des références, tu sais, comme les jeunes, tu sais, c'est comme du bénévolat, c'est comme je vais aller à une place, là, puis quelqu'un va me dire quoi faire, puis après tant d'heures, ça va être fini, puis tu sais... Ça a comme une image Oui. déjà préconçue de ce que le bénévolat, puis je pense que... Est-ce qu'il faudrait penser à réinventer, justement, le bénévolat pour les nouvelles générations, vu qu'on sent peut-être un manque? Bien, je pense qu'il faut réaliser qu'à chaque génération... On arrive à, tu sais, comme, on n'est pas les mêmes vieux qu'on était, puis ça change. Pareil comme vous autres, vous n'êtes pas les mêmes jeunes qu'on était dans votre temps, tu sais. C'est pas... fait que faut essayer justement de pas s'installer dans des choses prédéfinies, puis se laisser redécouvrir ce que c'est. Pareil comme vous autres, tu sais, comme à 30 ans, peut-être comme l'école, là, de nos jours, c'est plus la même chose que c'était quand moi j'allais à l'école. Les jeunes veulent autre chose, ils ont besoin d'autre chose, puis il faut revoir comment qu'on enseigne, tu sais. Fait que je pense que c'est la même chose à toutes les étapes de la vie, tu sais, finalement. Puis on peut pas décider à l'avance ça va être quoi la vieillesse tant qu'on n'est pas rendu là, parce qu'il y a des nouvelles générations qui vont vivre ça autrement que leurs parents puis que leurs grands-parents, tu sais. Puis je pense pas qu'il s'agit non plus d'essayer de retourner en arrière pour trouver un autre modèle, non. Il faut se donner le droit de le réinventer, de le créer, tu sais, selon qui on est là, tu sais. Puis, fait que je pense que c'est ça. Puis moi, c'est ça qui m'excite, moi, d'être vieille. Ça m'excite parce que je me dis, bon, il y a toutes sortes de choses à découvrir et à inventer, tu sais. Fait que... Puis je pense qu'avec le bagage d'expérience, quand que vous tombez au processus de création en groupe, ben l'expérience permet de dire « Ouais, mais ça, c'est du déjà-vu, tu sais, au pire, puis il faudrait vraiment... Là, ça, c'est pas de la création, c'est du copier-coller. » C'est ça, oui. Le groupe a la possibilité de voir une image quand même, de se dire « OK, ouais, non, ça a déjà été fait dans le fond. » Oui, puis je pense que le café rencontre donne ça un peu. C'est comme on est capable ensemble, tout à coup, de se retrouver. Ah, regardons ça. Comme la madame de 83 ans, elle trouve ça intéressant, de la manière que la jeune... Tu sais, on voit les différences, tu sais, entre les générations, tu sais. Puis c'est ça qui est intéressant, tu sais, c'est de comprendre qu'on est tout le temps en train de se réinventer, tu sais. Oui, puis on est aîné-retraité, mais dans cette gamme de tranches d'âge-là, il y a diverses générations. Je pense que c'est là qu'il est important de se dire qu'il faut aussi pouvoir répondre à ces diverses générations-là dans le milieu des services aussi offerts aux aînés. Exactement. Souvent, on a l'impression qu'il y a juste un groupe d'aînés, mais dans la sphère d'âge, il y a quand même, aujourd'hui, surtout que c'est 80, c'est jeune comme aîné, tu sais. Oui. Donc, ça change. Ça fait qu'il faut s'adapter à travers ces diverses générations-là. Le café a lieu à la Chine, c'est exact? Oui, à la bibliothèque Saul Bellow à la Chine. Comment la communauté peut... vous encourager ou s'impliquer à ce niveau-là? Bien, c'est ouvert, c'est à tous les deuxièmes mardis du mois à 13h30. Ils ont juste à venir à la bibliothèque. Fait que c'est ouvert à tous. Oui. Fait que c'est ça. Puis comme je te dis, ça nous sert à se retrouver, à redécouvrir ce qu'on veut, puis aussi à connaître les ressources entre nous. On se partage des informations naturellement, tu sais. Fait que c'est un beau partage lieu. De connaissances. Oui, c'est ça, tu sais. Puis il y en a qui cherchent certaines choses. Fait que puis ça nous permet, je pense, de saisir ensemble aussi. Des fois, j'espère qu'il va ressortir de ça peut-être certains enjeux qu'on peut adresser de façon un peu plus active, tu sais, comme même de façon plus militante même, tu sais, s'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse, si on découvre certaines choses qui manquent dans notre communauté, tu sais, est-ce qu'on pourrait peut-être aller à la ville ou bien, tu sais, au CIUS. Qui qu'on va solliciter c'est pour... ça, à qui on pourrait s'adresser pour essayer d'améliorer ça, tu sais. Et s'ils veulent plus d'informations, les gens, pour s'impliquer, il y a une page Facebook, je crois? Oui. OK. Fait qu'ils peuvent vous retrouver sur la page Facebook. Puis, est-ce qu'il y a un numéro ou un courriel en particulier ou directement, il va tout avoir les informations? Oui. Ils peuvent communiquer directement aussi avec vous sur Facebook? Oui. Ah, super. Oui.
C'est quoi le nom de la page exacte? Ça s'appelle le Café Rencontre des aînés de la Chine. Super! Donc, ça m'amène, ben justement, on a vraiment parlé tout là du segment mécanisme social. Je pense qu'on a pu faire appel à l'implication, mais... j'aimerais ça mentionner parce qu'il y a un projet que je tiens à cœur beaucoup, là, puis c'est l'Interforum d'Habitat qui m'excite beaucoup. Oui. Ça, c'est un autre projet qui s'en vient. Et puis t'es impliqué, toi, aussi, là-dedans. Puis on va créer quelque chose ensemble. Puis ça, c'est les interforums, c'est régional. Ça vient du mouvement Habitat. Puis moi, j'aimerais ça aussi inviter les gens à participer à ces interforums-là, que je trouve très créatifs. Puis je trouve que 1 et 1 font 1000 qui ont créé le mouvement Habitat, ils sont très généreux de nous trouver de l'accompagnement puis de nous aider à mettre en œuvre ces projets-là. Oui. Comme là, nous autres, à Montréal, ce qu'on veut faire, c'est créer un projet qui va être créatif, qui va utiliser des médiums, puis des médiums culturels, artistiques, pour pouvoir changer, pour montrer que les aînés sont des changeurs, des transformateurs sociaux. Oui. Puis encore là, tu vois, ça rentre un peu dans ce qu'on disait, les générations, on change. Puis ça, c'est une autre manière de se découvrir nous-mêmes, puis de montrer qu'on est encore là, très vivant, prêt à faire des choses. Puis je suis très contente que ça soit aussi intergénérationnel. Oui. Tu sais, avec vous autres, tu sais, de faire ça avec des gens de tous les âges. Et puis ça, j'adore ça. Quelle est sa particularité dans la création de ce projet-là, puis les échanges au sein du groupe? Bien, tu vois, on se rencontre régulièrement. Puis là, on va bientôt rencontrer quelqu'un qui va nous accompagner, qui est une personne en innovation sociale qui va nous accompagner. Puis ça va nous aider à préciser quels moyens qu'on va prendre, qu'est-ce que va être le contenu exactement, quel rôle qu'on va faire entre nous. On aimerait ça aussi que tous les gens qui sont intéressés dans notre interforum puissent contribuer dans la mesure du possible, tu sais, de ce qu'ils peuvent faire. Comme il y a des gens qui travaillent, puis, tu sais, qui n'ont pas beaucoup de temps, mais qui aimeraient ça, faire quelque chose, tu sais, fait que puis d'utiliser aussi nos ressources immédiates, tu sais, OK, bon, tes forces, c'est ça, donc toi, ça va être ça, l'aspect de la création du projet, bien, c'est ta force, fait qu'on va faire appel à toi, et inversement, on va faire appel à un autre en fonction de... Puis je pense que ce qui est le fun de ça, c'est justement, il y a différentes générations, il y a différentes connaissances qui sont venues de l'avant, puis il y en a qui ont les mêmes, mais sur diverses générations, fait que ça s'applique différemment. Fait qu'il y a tellement une belle diversité. Je pense que ce projet-là, il va... je pense qu'il va être il va apporter du changement. Puis, c'est merveilleux d'avoir cette expérience-là ensemble, d'être capable ensemble d'utiliser nos connaissances, nos différences, puis les mettre, tu sais, les investir pour créer quelque chose ensemble. De commun, oui. De commun, tu sais, auquel on croit ensemble. Tu sais, c'est vraiment beau, ça. Puis, tu sais, malgré, c'est ça, toute la diversité, on a un objectif commun. Oui, puis, c'est ça. Je pense que c'est de faire justement valoir la personne aînée, la personne retraitée comme moteur de changement. Puis je pense que dans tout le processus qu'on a fait jusqu'à présent, je pense que le projet va vraiment faire ressortir ça. Oui. Puis ça, en tout cas, moi j'ai hâte je suis excitée de ça, oui, toi aussi. Oui, j'aime bien ça. Donc, c'est vraiment 3 projets inspirants, que ce soit le village urbain, le café rencontre ou même le mouvement Habitat. On va même, selon moi, je pense qu'on a encore long à dire à ce sujet, puis on pourra en parler davantage. Je pense qu'on pourra enchaîner ça avec d'autres podcasts, puis même aller à la rencontre des autres intervenants qui sont impliqués dans ces projets-là. Oui. Il y a quelque chose qui est excitant puis qui m'allume aussi de voir tout l'intergénérationnel dans même les 3 projets, malgré qu'il y en a un qui s'adresse spécifiquement aux aînés. Mais on voit des générations là exact. Aussi. Oui. Actuellement, comment se dessine ton portrait de l'avenir, soit dans les 10 ans ou dans les 20 prochaines années? Pour moi, tu veux dire, oh mon Dieu, c'est dur à dire, hein? Je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais je pense pas trop à ça. C'est-à-dire que je me dis, moi,
Écoute, c'est facile, si tu veux, là, rendu à un certain âge, c'est facile tout à coup de te mettre à penser « Oh, tout à coup, qu'il m'arrive ça, puis qu'il m'arrive ça, qu'est-ce que je vais faire avec ça? » Puis c'est facile, tu sais. Puis je me dis... ma manière de dealer avec ça, c'est de dire, Louise, tu peux pas prévoir l'avenir. Fait que tu vis maintenant avec ce que tu as. Puis moi, plus je m'éduque, plus je me sens solide. Plus je me sens que si quelque chose m'arrive, je vais savoir quoi faire. C'est tout. Tu sais, parce que j'apprends. Puis je m'éduque, puis je me sens confiante. Je me sens confiante dans ma capacité de résoudre les problèmes, tu sais. Fait que je me dis, je m'inquiète pas trop pour l'avenir, je profite vraiment de ce que j'ai maintenant. Je suis contente que je suis encore en santé, puis que je peux faire plein de choses, puis j'en profite à plein. Puis un jour, je sais que peut-être je serai plus capable, puis ça sera autre chose. T'sais. J'ai eu la chance, moi, d'avoir une mère qui a vraiment su vieillir. Puis elle, tu vois, elle m'a appris aussi, à part du moment quand on était jeune, là, c'était un passage pour elle, mais elle a commencé à vivre à 50 ans, ma mère. Puis elle a allé prendre des cours, puis elle a fait plein de choses, puis elle était engagée socialement. Et puis, elle est morte à 100 ans, et puis jusqu'à la fin, elle m'a dit, tu sais, Louise, on apprend tout le temps jusqu'à la fin. Puis là, j'apprends vraiment à m'abandonner et à laisser les gens s'occuper de moi. Puis c'est bon. Je pense, dans ce que tu me dis, ce qui m'a plus flashé, c'est 100 ans. Mais pour sa génération, oui. c'est presque un record, on pourrait dire. Oui. Parce que, tu sais, c'est pas d'hier là, qu'on peut se dire que sa génération a vécu jusqu'à 100 ans. Là, tu sais, c'est de plus en plus populaire, on pourrait dire, aujourd'hui. Oui. Mais, fait que je pense que, comme tu as dit, elle a su vivre. C'est ça. Puis c'est peut-être ça qui a justement donné encore... toute l'énergie pour continuer puis d'aller jusqu'à 100 ans. Exactement. Et l'autre chose aussi, elle a su s'éduquer. Est-ce que tu crois qu'à travers l'éducation se forme aussi la santé, puisque on est peut-être plus prévoyant de fait? Sûrement, puis en quelque part, je me dis, c'est surtout la passion. Pour moi, apprendre, c'est une passion. Il y a peut-être d'autres passions, comme il y a des gens qui jardinent, puis qui créent des fleurs, puis des jardins, puis c'est une passion, ou qui font de la peinture, ou qui, tu sais, je me dis, tant que tu as une passion dans ta vie qui t'anime, tu sais, puis que tu peux partager avec d'autres, tu sais, que tu peux... qu'un sens pour toi, tu sais. Pour moi, c'est ça qui nous garde vivants et en santé. C'est quand on aime notre vie, tu sais. C'est quand on aime faire les choses. Comme moi, il faut que je me pousse pour aller prendre des marches et faire de l'exercice, tu sais. Ça serait facile, tu sais, je veux dire, ça me tente pas tout le temps, là, mais je le fais parce que j'ai des activités que j'aime puis que je veux continuer à faire. Fait que je fais mon effort, tu sais, pour faire de l'exercice, pour être le plus en forme possible, tu sais, pour pouvoir continuer à jouir de ma vie. Puis faire ce que j'aime. Fait que je pense que c'est ça qui est très motivant, c'est d'avoir ses passions, puis ses désirs, puis de continuer à faire des choses qu'on aime, tu sais. Puis moi, apprendre me garde vraiment éveillée. Tout à l'heure, tu nous parlais des boulets psychologiques que l'on s'impose individuellement à nous-mêmes, mais il y a aussi des boulets que la société impose aux aînés, qu'on appelle souvent l'âgisme. Veux-tu en défaire quelques-uns, maintenant âgés de 72 ans, et que tu peux vivre au quotidien? Bien, tu vois, comme souvent, les gens oublient que de plus en plus, comme moi, par exemple, l'ordinateur, tu vois, j'en faisais à 30 ans. Tu sais, fait qu'on les gens oublient que les choses changent, puis que c'est pas tout le monde qui est pareil. Fait que faut pas généraliser, c'est tout, tu sais. J'entends, parce qu'on entend souvent, il y a toutes sortes de projets en ligne, puis les gens disent, oui, mais les aînés, ils utilisent pas l'ordinateur. Ben c'est pas vrai, ça, c'est un mythe. Il y a beaucoup puis même, je pense qu'il y avait une étude qui avait été faite, il y a un livre qui s'appelle Mythe ou réalité sur les aînés. C'est des gens de Montréal qui avaient fait ça. Et puis, apparemment que 82 ou 89% des foyers avec des personnes de 65 ans et plus sont branchés, ils ont des ordinateurs. Tu sais, fait que c'est quand même un nombre, tu sais, quand même assez important, là, tu sais. Fait que, faut pas généraliser. Puis en même temps, puis ça, je pense, ça s'applique à tout. Tu sais, on présume parfois que les gens ont besoin de ci, ont besoin de ça, veulent ci, veulent ça. Bien, vérifiez.
tu sais, vérifier. Adressez-vous aux personnes concernées. Oui, tu sais, puis ça, je trouve ça bien important, puis à tous les niveaux, pour les services, tu sais, puis les ressources qu'on met en place, les activités, présumez pas, il y a des affaires qu'on n'aime pas faire, puis tu sais, je veux dire, on n'est pas toutes pareilles, puis tu sais, demandez à votre communauté qu'est-ce qu'ils veulent. T'sais. On n'aime pas tous juste jouer au Wingo, tu sais. Non, puis je sais qu'au Centre multiressources, on en parle souvent de ça, tu sais, puis on aimerait que nos membres, aussi de plus en plus, tu sais, participent à la création d'activités, parce que les aînés ont plein d'affaires qu'ils savent faire, puis comme moi, j'ai animé un atelier d'improvisation, puis on a eu bien du fun, tu sais. Fait qu'il y a d'autres gens, tu sais, qui font de la peinture ou quelque chose qui sont capables d'offrir à d'autres. Puis on veut de plus en plus aussi qu'on ait des activités intergénérationnelles, tu sais. On dit que toutes les aînés sont vulnérables. Est-ce que... Ben, tu vois encore, tu sais, c'est pas vrai, Seigneur. Tu sais, c'est pas vrai. Ma mère, écoute, elle est morte à 100 ans, puis elle était vraiment active, tu sais. Puis même en vieillissant, même s'il y avait des affaires qu'elle pouvait pas faire, tu sais, elle était quand même très... elle avait organisé où ce qu'elle habitait. Elle habitait dans une résidence, mais elle était très bien là. Et puis, elle avait organisé un genre d'équipe d'aînés, là, tu sais, qui parlait avec les propriétaires pour leur pour leur suggérer des choses, puis des activités. Tu sais. Fait qu'elle était tout le temps très engagée, tu sais, puis à transformer aussi sa vie, puis à contribuer avec les autres, tu sais. Fait que, tu sais, on peut pas... la vulnérabilité, c'est bien relatif, puis, tu sais, on peut être vulnérable dans un sens, puis pas dans l'autre, puis, tu sais... Je pense que la vulnérabilité n'a pas d'âge en tant que telle. Non. Je pense plutôt que c'est une situation, une circonstance qu'on vit et non nécessairement qu'elle apparaît à un certain âge. C'est ça. Tu peux être vulnérable à n'importe quel âge, puis c'est correct aussi, tu sais, je veux dire, pourquoi que ça devient quelque chose... On vit aussi dans une culture qui valorise beaucoup trop la performance, hein? Puis, tu sais... D'accepter qu'on a quelques lacunes ou qu'on a besoin d'aide n'est pas toujours nécessairement bien vu. Mais pourtant, surtout dans le domaine social, on dit toujours que l'acceptation de la problématique puis de se faire aider est toujours la première étape. Oui. De vouloir se faire aider et non de rester tout seul dans ça. Oui. Mais en même temps, quand on regarde tous les besoins de performance, ça vient un peu clasher avec notre rôle quand on est dans le domaine social, qu'on dit, bien, la première étape, c'est quand même d'accepter notre lacune, puis de se dire, bien, à partir de là, on va aller chercher les outils nécessaires pour pouvoir travailler là-dessus, tu sais. Oui, tu sais, puis on n'est pas toutes faites pareilles, tu sais. Faut respecter aussi nos limites, tu sais. Tout le monde a des limites, et puis on a des forces aussi, tu sais. Fait que puis c'est le jugement, je pense, là-dessus qui est plus lourd. Qui est plus lourd. Puis je me souviens, ça me fait penser, j'avais parlé dans une rencontre avec un gérontologue qui venait du Congo. Puis il disait, quand je suis venue ici, il dit, dans mon pays, c'est impensable de ne pas honorer et prendre soin des aînés. Puis il dit, quand je suis venue vivre au Québec, je me souviens, j'étais dans un magasin, puis il y a une femme âgée qui a échappé un sac. Et puis tout de suite, je suis allée le ramasser pour lui donner, puis elle m'a dit, je suis capable. Fait que, il dit là que j'ai compris que j'étais ailleurs. Mais ça, c'est nous, ça. OK? C'est nous, ça. On survalorise l'autonomie à tout prix, là, tu sais. Mais j'ai dit, en parlant avec lui, je réalisais que c'était peut-être l'enjeu de notre culture d'apprendre à recevoir. Puis de se rendre compte que dans les gestes d'aide qu'on peut recevoir, qu'il y a de la tendresse, puis il y a de l'affection là-dedans, quand c'est fait comme il faut, tu sais. Puis que c'est peut-être bon. Tu sais, de pouvoir que c'était pas un jugement, puis que c'était pas pour démontrer l'incapacité, mais c'était simplement juste pour aider. En parlant d'aînés actifs, proactifs et engagés, peux-tu nous parler du Grey Power? Ah, ben tu vois, je pense que j'en parle tout le temps, tout le long, hein? Oui. Parce que je crois qu'on a des choses à faire, puis on a des choses à transformer, puis qu'on est très vivant, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est ça. Mais, tu sais, puis en même temps, tu vois, dans le même sens, quand j'avais envie à un moment donné de former un conseil
d'aînés. Puis là, de plus en plus, je pense plus à un conseil de génération, des générations. Ouais. Ça me tente plus de faire les choses en silo. Puis je pense que, surtout après avoir rencontré ces jeunes-là à l'Institut du Nouveau Monde, ça m'a frappé à quel point on peut créer puis changer la force qui peut se dégager quand deux générations, puis quand des différences, on met ça ensemble autour d'un problème commun, c'est incroyable ce qu'on peut faire. Tu sais, puis ça devient de plus en plus vrai. Tu sais... Est-ce une idéologie ou un style de vie? Fait que je dirais plus un style de vie. C'est quelque chose que j'apprends. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais bon, est-ce que je dirais Grey Power ou je dirais People Power ou Age? Je ne sais pas. Tu sais, je sais pas. Je sais pas. Puis je sais qu'il y a des gens aînés qui me diraient, là, comme une femme disait récemment, oui, mais c'est bien beau tout ça, mais tu sais, faut pas. On est invisible aussi, les aînés. Mais je pense on s'en vient de plus en plus visible. Oui. Je pense plus on sera pas invisible encore longtemps, si c'est vrai. Je suis pas sûre que c'est vrai. Tu sais. Mais tu sais, je pense, si on prend justement des autres cultures, des autres pays, on pourrait quand même appeler ça le Great Power, parce que veut pas. Il faut toujours une locomotive dans un train. Donc, il faut toujours que l'énergie vienne d'un groupe leader, mais qui soit appuyé par les prochains wagons. Tu sais, une locomotive tout seul, ça fait pas grand-chose. Mais une locomotive avec les wagons pour la marchandise, pour les gens, c'est ça qui crée justement un déplacement. Fait que ça, vous pouvez parler du Great Power comme justement la locomotive de plusieurs projets, innovations, activités pour justement, pas juste pour les aînés, mais pour les générations qui vont suivre. Oui. Là, on parle maintenant pour les 70 à 90 ans, ben 70 et 100 et plus, mais les 60 ans dans 10 ans, ils vont être là. Les 50 ans dans 20 ans, ils vont être là aussi. Oui. Fait que, en fait, ce qu'on fait dans le mouvement Vita, c'est ça. C'est du Great Power. On met ça de l'avant. Hein? Puis on le fait pour tout le monde. Dans le mouvement Vita, c'est juste de dire ça. Tu as raison. On a parlé justement que le mouvement Habitat est arrivé au cœur de la pandémie. Comment ça a été pour toi d'accueillir la pandémie dans ta vie au quotidien? Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui t'a même, que ça soit bon ou négatif, comment que tu as accueilli ça dans ton quotidien? Ben, tu sais, comme parce que j'avais accès à l'Internet et puis je sais comment me débrouiller, j'ai participé à des rencontres Zoom, j'ai fait plein de choses. Ça a été mon milieu d'échange pendant une bonne partie de la pandémie. Puis, je pense que la pandémie, je pense qu'elle a eu un effet, comme ça a affecté tout le monde, ça m'a arrêté sec pour tout à coup prendre une distance puis regarder, puis voir. On est devenu conscient de toutes sortes de choses durant la pandémie. Pas seulement de comment on traite les aînés ici, là, tu sais, puis que les ressources qui existent, puis mais on est devenu aussi conscient de, par exemple, des forces dans le monde qui détruisent un peu les réseaux humains. Fait que, on pourrait en parler longuement de ça, là, fait que je pense qu'on est devenu moins naïf face aux enjeux mondiaux, auxquels on fait face, puis sociaux auxquels on fait face, et puis c'est une bonne chose. Puis je sens que en ce moment, il y a toutes sortes de nouveautés qui arrivent, il y a toutes sortes de nouvelles choses qui émergent, puis c'est un bon moment pour se poser les bonnes questions, puis décider ensemble de changer les choses. Puis je crois aussi que ce que la pandémie a fait, justement, parce que ça l'a atteint la Terre en au complet, tu sais, que ça soit peu importe d'où tu venais, c'est venu jusqu'à toi, que malgré toutes nos différences, malgré toutes nos cultures, ben on a un point commun actuellement. Ouais. Puis je pense que ça l'a amené une ouverture supplémentaire aux autres gens, aux autres cultures, aux autres pays, puis de vouloir peut-être s'inspirer d'ailleurs, qu'on faisait peut-être moins avant ça, parce c'est là qu'on était tous impliqués face à la même problématique. Puis là, ben, on a tous réagi aussi différemment, d'une certaine façon, puis il y en a qui ont réussi mieux que d'autres, puis je pense que c'est là que pour tous les autres projets qu'on veut faire, on pourrait s'investir
ben, plutôt rechercher les projets qui fonctionnent ailleurs, Oui. puis les amener Oui, on est beaucoup plus ouverts. ouvert Ouais. à essayer des choses aussi. Oui, On est plus willing aussi. oui, oui. Ça nous amène au moment de vérité, les défis actuels, les défis du Bon, système. écoute, je vais vous donner... je pense que tu sais, on parle beaucoup des résidences, tout ça, mais on le sait qu'il y a des problèmes en ce moment dans le réseau de santé. Il y a un manque de main-d'œuvre. Il y a vraiment des gros problèmes. Puis un exemple que j'ai entendu récemment, une femme qui vit seule chez elle, tout à coup, il y a un homme qui se présente à sa porte, puis qui lui dit, un homme qu'elle ne connaît pas, puis sans avertissement, il lui dit qu'il est venu pour lui donner un bain. Okay. Fait que, puis elle ne savait même pas qu'elle allait recevoir cette visite-là. Elle savait vaguement qu'elle était sur une liste d'attente avec le CLSC, mais elle n'avait pas eu de nouvelles d'eux autres depuis longtemps. Puis là, quelqu'un, un étranger, vient cogner à sa porte, lui dire qu'il va lui donner un bain. Fait que, tu sais, je veux dire, quand j'entends des choses comme ça, mais j'ai dit ça, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Un appel de courtoisie aurait été comme apprécié. C'est fou, c'est un détail, là, tu sais, mais ça donne... Tu sais, ça te donne une idée. Êtes-vous toujours intéressé? Ouais. Est-ce toujours un besoin? Oui, tu sais, fait que ça te donne une idée, tu sais, du réseau, puis, tu sais, de la manière que ça fonctionne en ce moment, puis que ça va mal. Tu sais, puis je cherche pas à blâmer, là, tu sais, je me dis, c'est un gros problème. Puis moi, de plus en plus, j'ai pas confiance tellement dans le réseau de la santé pour mes besoins. À moi. En ce moment, tu sais, bon, je suis assez en santé, fait que mais, tu sais, s'il m'arrive quelque chose, je sais pas si je peux me fier. Est-ce que je vais avoir l'aide que j'ai besoin? Je sais pas. Est-ce que vous seriez plus du genre à utiliser le réseau de la santé publique ou vous préféreriez utiliser le privé? Bien, si je pouvais... Bien, premièrement, tu vois, c'est pour ça que je trouve que la gériatrie sociale, c'est une option qui est bien importante. Puis, il devrait en avoir partout. Tu sais, parce que pour moi, quoi qu'il arrive, pour moi, l'idée, c'est de prévenir le plus possible. Puis de rester en santé le plus possible. Parce qu'une fois que tu perds tes moyens... Là, puis moi, surtout, j'ai pas d'enfant, je suis seule. C'est sûr que si vraiment, là, je deviens là, incapacitée tu sais, que je suis pas capable de penser pour moi-même ou prendre des décisions, bien, je vais être à la merci du système, puis je vivrai ce que j'aurai à vivre, je sais pas. Mais je me dis, tu sais, j'ai pas tellement foi dans le système, le réseau tel qu'il est en ce moment, là, tu sais. Non, parce qu'il ne faut pas oublier que malgré le fait de donner un service, il faut donner un service de qualité et dans la dignité de la personne. Tu sais, tu parles de cet exemple-là, ça aurait pas coûté grand-chose à la personne d'appeler, prévenir l'aîné. Bonjour, je m'appelle Jacques. Demain, je suis cédulé pour vous donner un bain. Est-ce que c'est toujours correct pour vous? Est-ce que l'horaire vous convient? C'est pas de la marchandise animale, là. Mm. C'est une personne que, comme tu dis, elle rencontre un inconnu qui va lui donner un bain. On s'entend, un inconnu qui va rentrer dans son intimité. Ben oui, totale. Écoute, ben oui. C'est pas juste d'avoir un système mécanique qui livre la marchandise, c'est un système qui est humain. Oui. Qui est social. C'est ça. Ouais. Parce que quand tu te sens à la merci de situations comme ça, ben à ce moment-là, tu te laisses aller, tu perds confiance, tu perds foi à la vie, tu deviens déprimé assez vite, puis c'est là qu'on devient... on vieillit très, très vite, puis on s'en va vers la mort, tu sais. Puis c'est ça qu'on voit aussi dans plusieurs résidences, tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est ça. Pour moi, c'est d'essayer de prévenir, de rester en santé le plus longtemps possible, puis de rester motivé, tu sais, puis de créer aussi, de co-créer avec d'autres. Puis de rester toujours comme on dit, dans le modèle de prévention et non juste on éteint des feux. On est bon, on dirait qu'on a tout pour éteindre l'incendie, mais est-ce qu'on éduque suffisamment la population pour faire en sorte que le feu n'arrive pas? Bien, c'est ça. T'sais? C'est ça. Fait que je mets toutes les tu sais, j'essaye, moi, en tout cas, de créer les conditions de vie qui vont faire que je ne serai pas isolée, puis que je vais avoir de l'aide autour de moi, tu sais.
dans la mesure du possible, mais aussi un milieu de vie qui me motive, qui fait que je reste intéressée à vivre puis à rester en santé, tu sais. Avec tous ces projets, avec toute votre implication au niveau de la communauté, quel héritage désirez-vous laisser à vos proches, à la communauté? God. Ça, c'est dur. C'est dur à répondre à cette question-là. Quel héritage? Moi, je fais mon possible, tu sais. Je vais laisser ce que je vais laisser, tu sais. Mais je pense que dans votre à partir de l'investissement que vous faites au quotidien, dans tous les projets que vous... Je pense que c'est une forme aussi d'héritage de dire, là, présentement, je construis, mais je construis pas pour moi, nécessairement, je construis pour les prochains aussi. Je pense que c'est une forme d'héritage, je veux pas de mettre justement à disponibilité toute votre création puis vos idées d'un un meilleur milieu de vie pour les prochains. Bien, merci de me le dire. Merci de voir ça comme ça. Merci de voir ça comme ça. Je fais mon possible pour moi. C'est sûr que je le fais pour moi. Puis en même temps, oui, je le fais pour d'autres générations. Puis c'est ça qui donne sens à ma vie. J'essaie juste de donner sens à ma vieillesse, tu sais. C'est tout. Puis, ben, c'est comme ça que j'ai vécu ma vie aussi, là, tu sais. Mais c'est ça. Je pense que quand on n'a pas d'enfants, on s'investit peut-être plus socialement. Tu sais, comme je disais à quelqu'un, quand tu peux pas aimer des êtres près de toi, ben, t'aimes des générations tout entières. Tu sais. Comment voulez-vous qu'on se souvienne de Louise Rosenberg? Oh my God. Elle aura vécu sa vie avec passion. Je vous dirais que c'est ce qui m'était venu à l'esprit parce que tout le long de notre rencontre aujourd'hui, peu importe le sujet qu'on a abordé, je sens la passion dans tout ce que vous avez fait. Vous avez, tu as justement, que ce soit le travail social, que ce soit le mouvement Habitat, que ce soit Village urbain, les cafés rencontres, tout ce que tu m'as parlé, je le sens comme une passion, puis je pense que c'est ce qui donne le goût de continuer aussi. C'est que chaque petit projet, que ce soit artistique, que ce soit de partage, est tout le temps passionné. Fait que merci beaucoup. Merci à toi. Merci de ce beau moment. J'espère qu'on va pouvoir se revoir sur d'autres épisodes, puis aller justement à toutes les rencontres de ces 3 projets. Puis on va continuer à se voir aussi dans notre interforum. Oui, certainement. Et dernière partie du podcast, le segment Améthyste, le message aux aînés, aux étudiants, à nos auditeurs. Qu'est-ce que vous aimeriez partager? Simplement que chaque étape de la vie a ses deuils à faire, ses apprentissages, ses enjeux, puis ses beautés à découvrir, puis il faut rester ouvert à chaque étape de la vie pour accueillir le nouveau qui peut se présenter, puis la beauté que cette étape de vie peut nous apporter, parce que je découvre beaucoup de beauté dans ma vie. Merci. Merci à toi. Donc, merci à tous d'avoir écouté cet épisode de l'Heure dorée. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur mauve.ca. Vous pouvez en tout temps, si vous avez besoin d'assistance, nous appeler au 514-708-MAUVE, 514-708-6288 et n'hésitez pas à liker et vous abonner à notre page YouTube pour avoir plus de capsules et plus de podcasts. À bientôt! Merci beaucoup de votre présence, Louise, et j'espère encore une fois vous retrouver sur le prochain épisode. Merci.